bonjour et bienvenue Pierre. Donc, non, Pierre. bienvenue chez moi, si vous êtes chez moi, c'est bienvenue Olivier. Bienvenue Olivier. Ben, écoutez, je suis avec Pierre Frolat et c'est une grande admiration et surtout un immense honneur que nous avons de vous rencontrer aujourd'hui, voilà, pour nous parler un petit peu de votre parcours qui est assez impressionnant et puis surtout pour pouvoir parler un petit peu de la préparation mentale, tout ce que vous avez accompli dans votre vie et puis surtout comment on fait pour affronter les requins. Affronter, on les affronte pas en fait, hein. On va tout simplement à leur rencontre. Donc lorsque vous me poserez des questions à ce sujet, je vous expliquerai, mais on n'affronte pas du tout les requins. On affronte ses peurs, mais on n'affronte pas les requins. Voilà, c'est super, une belle démonstration pour commencer. Voilà. Alors, cette passion de l'apnée, donc, c'est faite donc familialement. J'ai vu que votre père était donc plongeur. Donc, plongeur en apnée, oui, dans les années 1960 à 72, il pratiquait la chasse sous-marine en compétition en apnée. Hein. À l'époque, on pratiquait la chasse sous-marine aussi bien en plongée bouteille qu'en plongée libre. D'accord. Mais lui, mon père, c'est un apnéiste. Donc, il nous a inculqué à mon frère et à moi les valeurs mériennes, les valeurs du respect de l'environnement, les valeurs de l'amour de la mer, de l'amour de la protection de l'environnement sous-marin. Et on a grandi avec cette éducation, qui est une éducation principalement tournée vers la mer, avec la pratique de la plongée libre, de la plongée en apnée. Et j'ai voulu en faire ma vie, mon métier, vivre de ma passion et en vivre. D'accord. Donc, au début, j'ai voulu simplement énormément m'entraîner pour être fort en apnée. Ensuite, j'ai désiré devenir prof de plongée, moniteur de plongée en apnée et moniteur de plongée bouteille. Et puis finalement, à force d'entraînement et de rencontres, j'ai battu un record de France, puis depuis 3, puis 4, un record d'Europe. Record du monde à 123. Puis depuis 3, puis 4. Et puis finalement, je suis devenu professionnel de la plongée en apnée, en gardant une part très très importante dans le domaine de l'enseignement et la transmissibilité. Parce que c'était mon premier souhait finalement au début. Donc j'ai été athlète de haut niveau, on va dire, malgré moi. D'accord. Alors comment on passe justement dans l'apnée avec des records du monde? Comment on passe de la pratique de loisirs? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir se préparer quotidiennement? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Je dirais que le goût au défi, l'amour de la dualité, l'amour de mon ancien entraîneur, Claude Chapuis, a appelé ça la recordite. Le désir finalement d'accomplir un objectif et d'aller au bout des choses, la capacité à un moment de pouvoir aller, de se donner les moyens, de pouvoir réaliser ses objectifs, font qu'à un moment, on va faire la différence entre une pratique plutôt hédoniste et une pratique de compétition qui va amener à s'engager sur la voie de la compétition. J'aurais pu rester simplement un apnéiste pratiquant, mais à un moment, je pense qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui fait que j'aime le défi, j'aime chercher à être le meilleur, faire ce qu'il y a de mieux. L'excellence. Voilà, exactement. Être capable d'exceller et surtout rentrer en dualité. Avoir ce goût à la compétition et surtout l'envie de gagner. Alors, c'est ce mot sur lequel je veux rebondir quand tu parles de dualité. Oui. Donc, il y a la dualité, mais avec soi-même, il ne faut pas être dans la dualité. Il faut aller expérimenter ses propres limites et être dans une unité un petit peu. Si on parle de limites, on parle de dualité. D'accord. À partir du moment... Déjà, on ne va jamais dépasser ses limites. C'est quelque chose que j'explique moi dans mes conférences. Ouais. On a souvent l'impression que l'apnéiste, le sportif de haut niveau, le sportif de l'extrême, c'est quelqu'un qui va dépasser ses limites. D'accord. Ça n'est pas possible. Si tu dépasses tes limites, tu meurs, tu disparais, tu t'abîmes. Ça n'est pas possible de dépasser tes limites. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas approcher tes limites, tu vas les toucher, tu vas les repousser, mais tu ne peux pas aller au-delà de tes limites. D'accord. Puisque les limites sont les choses qui t'arrêtent, forcément, et qui te permettent un nouveau départ. Donc le principe même de l'athlète de haut niveau, mais du meilleur pâtissier du monde, du meilleur conférencier, du meilleur prof, quel qu'il soit en fait. La personne qui à un moment veut aller au bout d'elle-même, au bout de son art, il va falloir qu'elle aille réellement
au plus près de cette limite, sans jamais la dépasser. Sans jamais la dépasser. À partir du moment où elle la touche, elle a atteint, elle a fait une nouvelle étape, un peu comme un marin qui ferait le point toutes les 2 heures pour savoir où est-ce qu'il se situe. Et de là, repartir sur de nouvelles bases pour aller toujours plus loin. Par exemple, dans le domaine de l'entraînement, on va essayer d'aller vite sur cette réponse, mais néanmoins, lorsqu'on s'entraîne pour un objectif à moyen terme, par exemple, un objectif dans 4 semaines, on va faire une phase de test. D'accord. Le jour 1 de la première semaine. Et puis le jour 1 de la deuxième semaine, on va refaire le même test après s'être entraîné les 6 jours précédents. D'accord. Et ainsi de suite. Et finalement, on va réaliser à chaque fois le programme d'entraînement en fonction des résultats que l'on a obtenus au test. C'est ça finalement ce que les gens appellent dépasser ses limites. On ne les dépasse pas, on les repousse tout simplement. Un apnéiste qui réussit à atteindre 50 mètres, qui est la limite du moment, eh bien, il a peut-être mis 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an pour atteindre cette performance. Il l'acquiert. Il en fait une zone de confort un petit peu. Voilà, c'est ça. Derrière, il va repartir avec un zéro qui est plus. Il ne va pas repartir de zéro, justement. Il a atteint 50 mètres. Maintenant, il peut partir de 50 mètres pour aller à 52, 54, 55. J'ai vu les vidéos de la championne de France. Donc, de plongeon en apnée. Oui, tout à fait. Qui effectivement, dans une vidéo, montre que quand elle se remet à la préparation, elle recommence à 50 mètres et pendant une semaine, effectivement, elle s'habitue pour retrouver les sensations. Vous me posiez la question de la dualité tout à l'heure. Il faut considérer la plongée en apnée comme une activité d'adaptation. On adapte le corps, on adapte l'esprit, on adapte notre façon de voir les choses, de les considérer. Et donc, une fois qu'on est adapté, on est modelé. Et donc, il est beaucoup plus facile pour le corps et l'esprit d'assimiler de nouvelles choses. D'accord. Parce que à l'image d'une éponge, finalement, qui serait complètement sèche, au plus elle est humidifiée, au plus elle va pouvoir boire et se gorger d'eau. Par contre, il y a un moment, forcément, ce ne sera plus possible. Donc, cette image est assez intéressante parce que la performance de l'apnée, elle réside, mais pour tous les sports de ce type, je dirais même, réside dans le fait d'être humble, d'être patient et d'avoir la capacité, justement, de prendre le temps de s'adapter. D'accord. Et l'humilité, elle est vraiment très très importante à ce niveau-là. L'humilité au sens vrai étymologique, c'est-à-dire savoir qui l'on est, ce que l'on est capable de faire et se donner les moyens de réussir. D'accord. Dans cet apprentissage, donc l'alimentation tient quel pourcentage? L'alimentation, manger, boire? Oui. Eh bien, à partir du moment où on considère qu'on est un athlète de haut niveau, la partie diététique est vraiment très très importante. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des années d'entraînement, j'en ai quelques-unes derrière moi, dans mon sport de prédilection qui était alors d'abord le judo, ensuite la plongée en apnée, et puis lorsque je suis devenu retraité de la plongée en apnée, j'ai commencé à faire d'autres sports de compétition aussi. La diététique est très très importante, certes, mais il ne faut pas non plus que la nécessité alimentaire et la rigueur alimentaire et diététique deviennent pesantes et empêchent de pouvoir... il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas que ce soit de façon schématique. Si tu passes ta vie à peser ce que tu dois manger et manger des choses qui ne te plaisent pas tellement alors que tu prendrais plus de plaisir à manger autre chose, eh bien psychologiquement tu vas mal le vivre. Donc dans ma préparation à l'époque où j'étais vraiment, quand je préparais mes records, si j'avais envie de manger une crêpe à la banane et au chocolat, je le faisais. Il n'y avait aucun problème. Il fallait surtout pas rentrer dans cette culpabilité. Ça permet au subconscient c'est de très, relâcher. très important. Il y a un équilibre très important qui s'opère entre le corps et l'esprit. Et très honnêtement, même si le corps doit être affûté plus qu'une lame de rasoir, néanmoins, il faut absolument qu'on soit bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, dans mon cas en tout cas, ça passait par pouvoir manger et boire ce que je voulais quand je le voulais. D'accord. Entraînement quotidien?
de yoga, de respiration? Alors moi, surtout pas de yoga, Surtout très pas de honnêtement. yoga, voilà. J'ai utilisé les techniques du yoga qu'on appelle le pranayama, par Pranayama, exemple, tout à fait, ouais. ou d'autres techniques qui me permettaient d'assouplir mon diaphragme, ma chaîne postérieure, c'est-à-dire mon dos, l'arrière de mes cuisses et de mes jambes, de pouvoir assouplir et renforcer le diaphragme, de pouvoir me permettre de mieux me remplir d'air et mieux me vider d'air. Mais disons que je faisais plus de la visualisation et de la PNL. Ouais, on se rapproche de l'hypnose, voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, alors l'hypnose, toutes mes expériences d'hypnose se sont soldées par des endormissements. Donc, pardon, je dirais que ça marchait pas trop. J'avais besoin d'une vraie connexion, enfin du moins, il fallait que je reste éveillé. D'accord. Et je crois que je fais partie de ces gens qui ont absolument besoin, ou du moins qu'ils pensent qu'ils ont absolument besoin d'être reconnectés et de toujours être maître des choses. Très honnêtement, dans la plongée en apnée, lorsque comme la plongée bouteille d'ailleurs, lorsque tu découvres ce qu'est la narcose, l'intoxication par l'azote, par le gaz azote. Ça arrive à quelle profondeur à peu près? À partir de 30 mètres lorsqu'on plonge en bouteille, bien plus profond d'ailleurs lorsqu'on plonge en apnée, mais le phénomène est un peu le même pour tout le monde en termes de temps et en termes de sensations. Néanmoins, c'est quelque chose qui nécessite de rester sur des bases d'automatisme. Lorsque tu descends en grande profondeur et que tu es soumis à ces problématiques d'échange gazeux dans ton corps, que ce soit l'azote ou l'hyperoxie, il faut que tu t'habitues à fonctionner sur des automatismes très précis. Et pour moi, être maître de ces automatismes, c'est rester maître des choses. D'accord. Et donc dans ma préparation à sec, j'ai toujours eu beaucoup de mal à me laisser emporter trop loin. Donc je restais vraiment sur des choses très basiques. Pour moi, la PNL, c'était très suffisant. La ventilation, c'était suffisant. La visualisation, c'était suffisant. Et surtout, je fais partie des gens qui partent du principe que un corps super bien entraîné avec une tête bien préparée, ça fera toujours la différence. Tout à fait. Et surtout, je suis toujours parti du principe que tu pouvais, par volonté, aller à l'inverse de ce que tu penses ne pas pouvoir faire. Donc finalement, j'avais pas besoin de me programmer. Quand je parle de PNL, c'était vraiment plus de la visualisation. J'ai vraiment besoin de rester maître des choses, parce qu'à un moment tu disparais dans la plongée en apnée. En grande profondeur, tu disparais. Dans la solitude, dans le noir, dans la pénombre, dans le froid, dans la peur de la disparition, dans la peur de la peur, dans le stress physiologique, qui a une répercussion d'un stress psychologique. Il faut absolument garder un lien très très fort avec la vérité vraie. Et c'est quelque chose que tu prépares à sec. D'accord, ok. Alors justement, puisqu'on parle de prise de contrôle, de garder le contrôle, je parlais tout à l'heure donc de Thierry Guinley, donc, que j'ai rencontré de Biarritz, qui est un champion d'apnée. Et il est aussi, lui, dans des techniques de pranayama, et on parlait un petit peu des états modifiés de conscience, ou hyper, on va dire, amplifiés de conscience, parce qu'il n'y a pas que l'hypnose. Et je parle souvent des rêves lucides. Les rêves lucides qui sont de pouvoir être lucide dans un rêve que l'on rêve. Être lucide dans un voilà, rêve, j'ai fait. C'est-à-dire rêve. Attends, alors là, tu es en train de rêver. Tu rêves. Tu rêves. C'est tu comme rêves que tu rêves, c'est ça? C'est ça. C'est comme Inception. Non, tu prends conscience que tu es dans un rêve. Tu as conscience que tu es dans un rêve, mais tu es dans un rêve ou pas? Tu es dans un rêve et tu peux le modifier. C'est ça qui est génial. Ouais. Donc, si tu veux, la technique a été mise au point. Donc, il y a deux techniques qui ont été faites par les anglo-saxons, donc le mind et le wild, qui se font. Alors, c'est toute une préparation. En fait, il faut travailler un peu l'auto-hypnose, et je l'explique dans 3 vidéos que j'ai publiées en avril, où effectivement, tu vas te réveiller, mais être conscient que tu es en train de rêver. Et tu peux remodifier ton rêve. Alors que d'habitude, le rêve, c'est inconscient. Et là, tu peux imaginer que tu voles, tu passes à travers les... Tu peux vraiment, et je le fais avec certains sportifs, alors je ne l'ai pas fait avec l'apnée, mais on en parlait, parce qu'effectivement, tu es dans le contrôle de ton avatar, de ton double, ce qui est intéressant.
Alors, ça peut être intéressant comme expérience, mais je sais que... Alors, je le ferai parce que je suis quelqu'un de profondément curieux, mais je sais qu'on ne se parlerait pas pendant les 6 mois de ma préparation, parce que, comme je te l'expliquais, j'ai besoin de partir du principe qu'il faut absolument garder le contrôle. Tout à fait. Et je suis prêt à vivre mes rêves, ça c'est une chose, Ça, c'est bien. mais par contre... je ne peux pas m'endormir dans la pratique de ma discipline. Non, tu peux pas. Ça n'est pas possible. C'est impossible. Et donc, je ne peux pas me préparer à partir du principe que je suis dans un rêve, que je prends conscience de ce rêve pour modifier les choses. Ça serait, je pense, par transcription et par superposition, super dangereux pour quelqu'un qui, à un moment, descendrait en grande profondeur, serait soumis à la narcose ou à l'hyperoxie, et qui à un moment se retrouve dans une situation où il pense qu'il est en train de faire un rêve alors qu'il n'est pas en train de le faire. Pour te donner un exemple, la plongée en apnée. L'apnée, c'est l'arrêt volontaire de la ventilation. Lorsque la volonté s'arrête, tu reprends ta ventilation. La ventilation, c'est souffler et inspirer. D'accord, ok. Et si tu inspires sous l'eau, ça s'appelle une inhalation. Et si tu inhales de l'eau, tu te noies. Tu te noies, tout à fait. Donc il faut garder la vigilance, le contrôle des choses et à aucun moment t'endormir. Donc si tu parles avec un apnéiste, un spécialiste de l'apnée statique, surtout, ne jamais s'endormir en apnée statique. C'est le principe même de l'apnée statique. Si tu t'endors, eh bien à un moment, c'est fini. Tu le failles parce que tu vas te réveiller, bien sûr. Et donc ta performance va s'arrêter. Il faut considérer la plongée en apnée non pas comme une expérience onirique, il ne faut pas du tout la considérer comme une philosophie ou une religion. Ça n'est pas du tout mystique, c'est un sport à part entière. Et comme c'est un sport, il faut s'entraîner, il faut se préparer, se mettre en condition peut-être psychologique un peu spécifique, mais à aucun moment il faut s'endormir. Tout à fait. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, quand je vois les films de Guillaume Néry, et d'ailleurs je l'ai mis sur ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi, c'est un peu onirique, cette musique. Parce que c'est un film. Avec ce film, c'est absolument incroyable. Un film, c'est de la fiction. C'est la fiction. Il faut faire la différence dans le monde audiovisuel, entre la fiction et le documentaire. Le documentaire suit une histoire vraie. Théoriquement ne le modifie pas ou que très peu, ça n'est pas écrit, c'est un suivi et on retranscrit la vérité. Un film, c'est une fiction. Donc lorsque tu regardes un film ou un clip, c'est une histoire. C'est une histoire qui cherche à raconter quelque chose et tant qu'à faire vivre des émotions, et à donner des émotions, bien sûr. Ça n'est pas la vérité. Donc il faut bien faire attention. Et alors, là, tu me parles du film de Guillaume, de Alice tout à l'heure. Tu peux parler de plein d'exemples de films et de clips. À l'époque, post-88-90, on nous parlait tous, nous, du les Grand Bleu. Du Grand Bleu. Jacques Mayol. Le Grand Bleu, c'est un film. C'est pas la plongée en apnée. C'est vraiment une fiction. Voilà. Alors, moi, ce qui m'impressionne quand je regarde de l'extérieur, c'est de savoir, et comme tu le dis dans le documentaire, que quand tu as fait 123 mètres, ton record, tu as une pression de 13 ou 14 kilos. Ouais, presque 14. Voilà. Et tes poumons sont contractés pratiquement comme une orange ou une mandarine. Ils sont du volume le plus petit qu'ils puissent être, puisqu'ils ont été complètement comprimés. Et de par la loi de Boyle-Marriott notamment, que l'on va peut-être pas expliquer là, mais tout simplement, plus la pression s'exerce sur un organe, plus son volume diminue, jusqu'à ce qu'on appelle le maximum. Donc il y a des limites, on va dire physiques, psychologiques qui sont différentes, c'est-à-dire on peut atteindre 50-60 mètres. Et après, à un moment donné, voilà, c'est ça que je veux savoir. Comment on fait, puisqu'on parlait des limites tout à l'heure, qu'on va toucher, parce qu'à un moment donné, il va falloir se muscler. Il n'y a pas que la capacité respiratoire. Il y a comment on fait pour résister donc, à cette pression. C'est très simple, finalement. Déjà, il faut mettre de côté la théorie. D'accord. Parce que si on écoute la théorie, on ne progressera jamais. On ne serait jamais allé sur la Lune, on ne serait jamais allé au fond de la mer et on serait incapable d'aller encore plus bas. D'accord. Donc il faut partir du principe que l'esprit est plus fort que tout. Qu'on est capable, avec l'ambition, l'envie, à un moment de se lever et de se mettre à courir. Je dis à mes élèves ici, lorsqu'ils viennent, si tu es assis dans ton corps, tu es assis dans ta tête. Donc lève-toi.
C'est la première chose. Maintenant, faire un interview, c'est beaucoup mieux d'être assis que d'être debout. Il faut considérer tout simplement qu'à partir du moment où tu veux réaliser un objectif, tout est envisageable. Tu peux tout faire. D'accord. C'est l'esprit, la puissance. Voilà, oui, c'est la puissance de l'esprit, c'est la puissance de la motivation, c'est la capacité à un moment de définir un objectif à atteindre et de faire le choix des bons outils, d'apprendre à utiliser ces outils correctement pour pouvoir à un moment réaliser cet objectif. Donc il y a la théorie on ne peut pas aller au-delà de 35 mètres, puis après finalement on ne peut pas aller au-delà de 50, puis finalement au-delà de 100. Donc tu sens à un moment donné un palier où la pression t'empêche d'aller plus bas. C'est une chose. D'accord. Néanmoins, on peut pratiquement aller là où on a envie d'aller si on se donne les moyens. D'accord. Il y a une chose dont je suis presque sûr, c'est que même si je m'entraîne tous les jours à sauter d'un immeuble, j'arriverai jamais à voler. Ça, c'est un fait avéré. Mais en même temps, j'ai prouvé à mes parents qui m'ont dit à un moment, ce serait bien d'arrêter d'essayer de toujours descendre plus bas, qu'on peut aller toujours plus bas. Donc il y a des réalités vraies et puis il y en a d'autres qui sont infranchissables. Dans la réalité vraie, la théorie de l'écrasement total, c'est-à-dire en 1950, on nous expliquait qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 35 mètres, c'est faux. On a prouvé le contraire. Herbert Nietzsche est allé à 249 mètres en eau limite. Il n'est pas revenu en super forme, mais il y est allé. Qu'est-ce qui lui est arrivé après? Il a eu une décompression, c'est ça? Il est remonté très vite, surtout son corps n'était pas adapté pour aller à cette profondeur. C'est le problème à un moment de l'engagement de l'athlète. Il faut prendre le temps, on disait tout à l'heure, il est très très important de faire preuve d'humilité, de se donner les moyens de faire les choses, de prendre le temps de faire les choses. En 2024, il y a les Jeux Olympiques. Nous sommes en 2019. Si on doit se préparer pour les Jeux Olympiques, on ne va pas attendre 2023. On commence demain parce qu'on a envie d'être sélectionné. Donc il est très très important à un moment de prendre le temps de se préparer. Si à un moment on veut franchir des étapes clés, mais les franchir trop vite, on risque de se blesser. Mais justement, quand on regarde le classement de ceux qui ont battu des records, donc dans le no limit, etc., je pense à Pellizzari, à l'époque de Mayol, il met pratiquement 13 ou 14 ans pour presque doubler, passer de 80 mètres à 150 ou 160 mètres. Alors là, on est dans une problématique sportive. Vous prenez l'exemple de Pellizzari. À cette époque-là, il y a deux athlètes sur Terre, Pellizzari et Pipin. Je te bats, tu me bats. Tu as fait 1 mètre de plus, je vais faire 1 mètre de plus, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que l'époque avance, il y a de plus en plus d'athlètes. Pellizzari a commencé la compétition en 90, il a commencé la profondeur en 92, moi je suis arrivé dans la compétition en 97. Il y avait quelques personnes avant, et puis au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'athlètes. De plus en plus de concurrence, de plus en plus de tentatives, de plus en plus de records battus. Pour donner un exemple, Pellizzari battait un record tous les ans. À mon époque encore, on battait le record tous les ans au début de ma carrière. Et puis à un moment, le record, il pouvait être battu 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, et puis je me souviens qu'à la fin de ma carrière, en fait, on a le laps de temps s'est amoindri. Le jour où j'ai fait, alors je ne sais plus si c'était 80 ou 90 mètres, j'ai été battu 15 jours plus tard. D'accord. C'est la première fois dans ma vie qu'on me battait 15 jours plus tard. J'étais resté presque 3 ans sans être battu les années précédentes. Donc, quand il y a de la concurrence, il y a de l'émulation. Les gens progressent. On descendait à la palme à l'époque de Pellizzari, qui était un des athlètes les plus affûtés au monde, à 80 mètres au maximum. Maintenant, on va à 130 mètres à la palme pour des gens du même âge, mais parce que le curseur est différent. Lorsque j'ai commencé la plongée en apnée profonde, on descendait à la palme au maximum. Pour être dans le top 5 dans le monde, il fallait aller à 60 mètres. Donc il fallait aller à 60 mètres. Maintenant, quelqu'un qui débute demain, pour être dans le top 5, il faut qu'il aille à 115 mètres. Vous imaginez la différence? Donc en fait, 60 mètres, c'est même pas l'échauffement. Je parle souvent. Psychologiquement, il va falloir se préparer d'une façon complètement différente. Et puis tu as une représentation, parce que si quelqu'un peut le faire, je parle souvent de Roger Bannister, qui dans les années 50 butait, on va dire, sur la barrière des 4 minutes pour le mile, et tout le monde disait que c'était la limite physiologique. Et puis Roger Bannister est arrivé,
Et il y en a 27 qui, dans les 18 mois qui ont suivi, ont battu les 4 minutes. Eh oui. Autrement dit, si un peut le faire, c'est cette fameuse émulation. Oui. Et de dire, psychologiquement, on est... c'est un peu le jeu de... On est tous en haut d'une falaise. Le premier qui saute, on met un quart d'heure à décider. Puis une fois qu'il y en a un qui a sauté, tout le monde saute derrière. C'est ça, ça libère des choses. Alors, donc, beaucoup de pranayama. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours que tu as eu après. C'est-à-dire que tu fais les 123 mètres. Et les 123 mètres, comme tu l'expliques dans ton film, tu as donc le tympan qui explose. Oui, à la descente. Alors là, il y a. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête? Parce que ça, c'est pas quelque chose auquel on est préparé. Alors, il y a. D'abord, est-ce que ça fait mal, un tympan? Alors non, ça n'a pas fait mal ce jour-là. Bon, d'ailleurs, je me suis percé 3 fois le tympan, 2 fois à droite, 1 fois à gauche. Et j'ai jamais eu mal. La première fois, ça m'est arrivé ce jour-là, tout simplement parce que la gueuse allait beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait dû aller vite. Sa vitesse était trop importante. D'accord. Le choc, au fond, a été très important sur le disque d'arrivée. Et je pense que l'ensemble de choses a fait que le tympan s'est micro-perforé. D'accord. Non, ça n'a pas fait mal. Ça n'a pas fait mal pour plusieurs raisons. Je pense déjà que parce que j'étais pas en limite de rupture tympanique déjà d'une part. D'accord, tu avais déjà ça dans les... C'est le plaquage de la cagoule plus qu'autre chose qui a fait que. Parce que surtout, je suis en très grande profondeur avec de l'eau très froide et une hyperoxie plus une narcose tellement importante que finalement, la douleur est presque qu'une information. Et puis, j'étais tellement concentré sur ma performance que j'ai senti la rupture du tympan. Mais à un moment, en fait, ce qui est très important quand ça s'est percé, la première chose que je me suis dit, c'est il faut surtout pas que l'eau rentre dans mon oreille. Si l'eau rentre dans mon oreille, je vais perdre conscience. Ah oui, et d'accord. Perdre conscience à cette profondeur, c'est terminé. C'est la mort. C'est la mort, c'est terminé. Donc, je suis passé d'un état de concentration totale sur la compensation. Il faut comprendre que pendant cette descente, je suis concentré sur le relâchement total, ma capacité à compenser, ma capacité, une fois que j'arriverai au fond, à prendre conscience que je suis bien au fond, en plongée en apnée, que je ne suis pas en train de dormir, pas en train de rêver, que ce que je ressens autour de moi, c'est-à-dire l'effet de la narcose, c'est un effet normal, mais il faut absolument que je fonctionne sur l'automatisme, que je lance mes bras, mes ondulations pour pouvoir remonter à la surface. Donc je ne sois pas en train de rêver un rêve éveillé, mais je suis bien un athlète, parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je rêve de faire ce record, mais là j'y suis pour de bon. Donc quand le tympan se perce, tout disparaît, et là je suis juste sûr, il ne faut pas que l'on rentre dans mon oreille. Et donc, d'une part, il faut remonter vite dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais surtout, ce qui est très important, c'est que ça m'a permis de ne plus penser à la performance et de penser à autre chose. Donc je me suis retrouvé sur des rails complètement différents qui finalement m'ont fait réussir encore mieux ma performance parce que je n'avais plus du tout la problématique à gérer de est-ce que j'ai mal au bras, est-ce que ça tire, est-ce que je vais manquer d'air, est-ce que je vais assez vite, est-ce que je vais trop vite, est-ce que j'arrive bientôt en surface. On reste concentré sur les sensations là. Là, c'était simplement empêcher l'eau de rentrer dans mon oreille. Et c'est-à-dire créer une légère surpression dans mon oreille moyenne, c'est-à-dire continuer à compenser en remontant pour empêcher le tympan tout simplement de laisser rentrer l'eau. Et donc, ça, forcément, pousser avec l'air qu'il y avait dans mon oreille moyenne pour garder l'étanchéité du tympan. Et ça, comment tu fais? C'est juste de pousser un petit peu... Ça, c'est un effet physiologique, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important à un moment, c'est que mon esprit a été focalisé sur autre chose. Et comme j'étais préparé absolument à vivre l'automatisme, mes bras, mes jambes, mes abdominaux, tout ça fonctionnait. Pour vous donner un exemple, lorsque vous conduisez, le premier mois, vous pensez embrayer, à freiner, à passer les vitesses. Qui fait le... Mais là, maintenant, on s'en rend même plus compte. Je démarre, je repars, voilà. Donc, ton corps est une machine que tu as entraînée et préparée. C'est ça. Avec ton cerveau. Et ensuite, ton cerveau est une autre machine, est un autre outil que tu vas devoir à un moment adapter, réadapter. Tu vas devoir t'y adapter, tu dois devoir recomposer avec. C'est ce que j'appelle la loi des 10 000 heures de travail. Il fonctionne parce que tu l'as programmé en amont. Tu as appuyé sur le bouton et c'est parti. Et c'est ça qui est magique dans la préparation. C'est ça qui est magique dans le monde du sport. C'est ça qui est magique chez l'être humain. C'est qu'il a cet état de conscience qui lui permet à un moment de travailler par la suite de façon inconsciente. Il y a, à mon avis, rien de plus beau dans la vie que de réussir à faire ce genre de choses. Tout à fait. Pour quoi que ce soit. Alors, prise de conscience
avec un accident qui arrive à un de tes amis, Éric Leterme, je crois, qui fait que... Loïc Leferme. Loïc Leferme, tout à fait, qui fait qu'à un moment donné, tu dis, waouh, j'ai peut-être... Non, là on est dans l'étape de la vie classique. Tout à fait. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Dans la vie, on naît et on meurt, on a des étapes, mais on ne peut s'identifier qu'à soi-même. On ne peut pas s'identifier aux autres. Il ne faut pas s'identifier aux autres. Quand quelqu'un disparaît, c'est triste pour ceux qui l'aiment, c'est triste pour sa famille, c'est triste pour tout ce qu'on aurait pu faire et accomplir par la suite, mais c'est cette personne qui disparaît, c'est pas toi. D'accord. Donc on prend. Je suis contre dire que parce qu'on prend conscience à un moment que la vie est si fragile, il faut accélérer. Non, 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 non. Perdre un ami, c'est se rappeler que la vie, elle est ainsi faite. C'est comme à un moment être rappelé dans la vie de tous les jours au bon vouloir de... Il y a des étapes dans la vie qui font que... Tout à fait. Ah oui, tiens, j'ai perdu, comme tous les amis de Loïc d'ailleurs, j'ai perdu un super ami ce jour-là. On ne va pas faire de la philosophie, il vivait une passion magnifique. Il a disparu. Enfin non, il n'a pas disparu, il est mort. Simplement. C'est un passage. Ouais. Ça fait mal, mais ça ne change pas la vie de ceux qui vivent. C'est important. C'est un bouleversement pour la famille, bien sûr. Mais ceux qui restent continuent de vivre. Et il y a un mec comme Loïc qui aurait été le premier à dire ça. Donc c'est très très important. On a un devoir de mémoire envers ceux que l'on aime, ou ceux que l'on respecte, ou ceux que l'on admire, sans pour autant les avoir connus. Si on a la chance de les avoir connus, faut bien se rappeler qui ils étaient. Et le devoir de mémoire pour un mec comme Loïc, justement, c'est que c'est un mec qui aurait dit « Allez les gars, c'est bon, là, la vie continue, quoi. Vous n'allez pas perdre du temps là, à pleurnicher. Bougez-vous. » Donc voilà. Alors, changement ensuite donc de loisirs ou on va dire avec les requins. Comment on pourrait dire ça? Non, c'est pas un changement, c'est une superposition. C'est une superposition, voilà. Je suis un amoureux transi de la mer qui à un moment a la chance de pouvoir vivre sa passion au quotidien, d'en faire un métier. Mais j'ai pas fait mon métier. Mon métier, c'était pas d'aller me balader au fond de la mer et de voir les poissons et de voir à quel point c'était génial. Mon métier, c'est de chercher à être le meilleur apnéiste du moment. Parce que ça me délivrait la possibilité d'avoir sur l'échelle sociale une reconnaissance, une médaille, une coupe, un salaire, des sponsors, et de pouvoir vivre au quotidien cette passion, de pouvoir nourrir mon envie d'être le meilleur et de vivre ma passion au quotidien. Je préférais me lever tous les matins et aller à la piscine plutôt que d'aller dans une banque, enseigner dans une école, conduire un bus ou d'autres métiers. Voilà. D'accord. Donc par contre, j'avais la chance de m'être donné les moyens d'être allé au bout, de pouvoir vivre ma passion et d'en vivre. Mais ma passion, c'était vivre au quotidien la mer. La mer, là, le grand bleu. Donc dès lors que j'ai commencé à gagner ma vie, être athlète de haut niveau, commencer à vraiment être bon en apnée, et avoir moins besoin de m'entraîner. Alors il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Je me suis toujours entraîné entre 3 et 6 heures par jour, 5 à 7 fois par semaine. Mais par contre, une fois que tu as atteint un certain niveau, tu ne dois plus que parfaire, on en parlait tout à l'heure. Donc les 3-4 premières années, c'est le plus difficile. C'est la base, c'est les piliers de... Parce qu'il faut aller loin. Une fois que c'est acquis, c'est plus que de la remise à niveau, de l'entretien et ainsi de suite. Donc à ce moment-là, j'ai pu me réorienter vers des choses un peu différentes. C'est-à-dire, je vais passer un peu plus de temps à m'entraîner certes, mais plutôt que de faire 100 longueurs de piscine faire 100 fois 100 mètres dans la journée avec 2 minutes de récupération par exemple,
Et bien là, par contre, je vais me prendre un petit billet d'avion, je vais partir aux Bahamas avec mon équipe et je vais faire une semaine d'entraînement en profondeur, un peu de chasse sous-marine, un peu de nage en eau vive. Je vais me préparer différemment. Tu prenais l'exemple de Guillaume Néry tout à l'heure. Guillaume Néry, il a une phase de préparation qui est axée sur le ski de fond. Moi, j'avais une phase qui était très axée sur les treks, c'est-à-dire courir en haute montagne. Quelqu'un comme Fred Buell, c'est quelqu'un qui était très très axé sur Fred Buell, c'est lui qui était en Afrique du Sud avec les requins là. Oui, c'est un Belge qui vit aux Açores désormais et qui à l'époque était mon meilleur ami et mon meilleur concurrent. D'accord, ok. Mon meilleur, voilà. J'ai vu son film là où il est avec les requins tigres. Oui. Et puis il a 40 requins, comment ça s'appelle, pointe noire qui sont autour de lui à un moment donné. 40 d'un coup, c'est l'Afrique du Sud. C'est un très très grand spécialiste du monde sous-marin, mais c'est vrai qu'il a commencé par les requins effectivement. Et donc finalement, pouvoir vivre au quotidien de ta passion, ça te permet à un moment de renouer avec le passé, ou ce passé qui n'est pas si loin d'ailleurs. Et donc moi, ma passion étant de plonger dans la mer tous les jours, avant j'avais besoin de m'entraîner 6-8 mois par an et de ne penser qu'à ça. À la fin, j'avais plus besoin de m'entraîner 4 à 5 mois en vue d'un objectif à court terme, on va dire. Le mindset. Et donc de partager mon temps sur des choses qui pour moi étaient encore plus savoureuses. Qui avait plus de saveur. Elles n'étaient pas savoureuses, il y avait plus de saveur. Et puis il y a quelque chose derrière, il y a un message, il y a aussi... Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on touche l'être humain dans son ensemble. La planète, l'univers, l'écologie, qu'est-ce que tu fais d'autre qu'être athlète? Parce que l'athlète, c'est d'abord le premier égoïste au monde. Il n'y a pas plus égoïste qu'un athlète de haut niveau. Il n'y a pas plus égoïste qu'un athlète de haut niveau. Il ne pense qu'à lui. Il doit mettre tout en œuvre pour réussir ce qu'il veut, pour réussir les objectifs qu'il s'est fixés. Donc finalement, il vit et règne sans aucune pitié pour pouvoir réaliser son objectif. Si c'est un vrai athlète de haut niveau, son seul objectif, c'est de n'être que premier. Parce que le second, c'est déjà le premier perdant. Tout à fait, intéressant. Donc il n'y a pas la place pour le reste. D'accord ? Donc quand tu as conscience de ça, il y a un moment tu dis finalement je suis déjà super égoïste, vraisemblablement c'est pas bien, et en plus je suis pas très utile, parce que je ne sers que moi-même pour au final aller chercher un bout de plastique au fond de la mer qui s'appelle une plaquette. Et qui sera dépassé dans un an. Gagner une magnifique coupe qui n'est même pas en or, avec une bouteille de champagne dont on perd pratiquement la moitié parce qu'on l'a bien secoué fort et on l'a renversé sur tout le monde. Donc en plus, on bénéficie même pas de l'entièreté de cette bouteille que l'on aurait pu boire et partager avec ses amis. Donc à quoi tu sers? Pas à grand chose. Donc qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Et moi j'ai fait le choix de réitérer ce pourquoi finalement j'aimais les choses en amont, c'est-à-dire transmettre, enseigner. Et donc moi j'enseigne pas les langues, j'enseigne la plongée en apnée, la capacité de monter une équipe, un objectif, de réussir à se fixer un objectif et aller au bout des choses. Et donc au fur et à mesure de mes entraînements, j'ai commencé à partager mon temps entre et l'entraînement et la transmission, et l'entraînement et la transmissibilité, et l'entraînement et l'enseignement, jusqu'au jour où je me suis de moins en moins entraîné, où j'ai pris ma retraite, et où la quote-part de l'enseignement a pris, on va dire, presque 100% de mon temps. Et ma façon d'enseigner s'est rendue plurielle. Au début, c'était juste du one-to-one. Je suis dos à un tableau blanc et de façon magistrale, je délivre mon savoir et ce que je pense des choses. Voilà. C'est un enseignement relativement classique. Puis ensuite, j'ai utilisé ce que je faisais pendant mes voyages, sous forme d'images, de vidéos, pour pouvoir sensibiliser principalement les enfants en leur disant bon, ce que je vous expliquais avant c'était une chose, je vous parlais, maintenant je vais vous montrer les choses. Donc j'ai commencé à leur faire prendre conscience des choses en leur montrant des choses, et puis par la suite je me suis dit ça marche pas très bien si je prends ces enfants
et que je les amène avec moi sur le terrain, ils vont encore mieux comprendre les choses. Donc là, j'ai commencé à les faire plonger, puis ensuite j'ai commencé à les faire voyager, et plutôt que de leur dire, tu vois, quand tu photographies une baleine, tu sais l'identifier comme ça. Et je leur ai dit, voilà, ça c'est un appareil photo, on va apprendre à l'utiliser sous l'eau, tu vas photographier la baleine, tu vas l'identifier. Et la 5e étape, qui a été l'étape la plus décisive dans ma vie, ça a été de dire, maintenant, toi, l'enfant de 8 ans, après t'être entraîné, tu vas faire des photos de baleines. Tu vas identifier ces baleines. Tu vas créer le cahier d'identification de ces baleines. Puis tu vas revenir chez toi. Et comme moi, mais toi désormais, plus moi, tu vas parler d'abord à tes amis enfants pour leur expliquer ce que tu as fait. Parce que vous avez le même code de communication, le même langage. Des enfants qui parlent aux enfants. C'est ça la seule vraie transmission dans la vie. Utiliser les mêmes codes de communication. Je peux te faire un cours de 2 heures, mais si je te parle dans une langue que tu ne comprends pas. Ok, donc je parlais des requins. Et les requins, tu approchais les requins donc sans cage de protection. Ah oui, bien sûr. Ouais, mais c'est... Moi, je suis un grand béotien, mais j'ai vu des films il y a quelques années où les gens approchaient les requins protégés par des cages. Bien sûr. Voilà. Alors, en fait, c'est relativement Donc, qu'est-ce qui se simple. passe quand on voit un requin pour la première fois? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on voit un requin pour la première fois? En fait, mon histoire, elle est relativement simple. Jeune, j'étais terrorisé par les requins. D'accord. Parce que je ne fais pas partie de la génération du Grand Bleu, comme on pourrait imaginer, mais la génération des Dents de la Mer. Je suis né en 1975. Et donc pour moi, ma culture du requin, c'est un monstre sanguinaire qui vit dans la mer et qui mange les gens qui nagent. Paradoxe. Et qui a une musique qui le prévient à chaque fois. Tellement. Tiens, c'est la musique de mon téléphone. Ça, ah ouais, c'est la sonnerie de mon téléphone. Ouais. Jeune, je vis une passion débordante pour la mer et en même temps, j'ai peur d'être dévoré par un requin. Un requin que je n'ai jamais vu. D'accord. Je ne l'ai vu qu'à la télévision. D'accord. Ok. Cette peur, c'est en général ou c'est quand tu nages? Quand tu nages. Ouais, qui a peur des requins. Sauf que ce jeune garçon est de plus en plus attiré par la mer et à un moment, il veut devenir champion de plongée en apnée. Et champion de plongée en apnée, ça se passe dans la mer. Ça se passe au fond de la mer. Ça demande de t'entraîner tous les jours dans la mer. Et donc à un moment, tu vis un paradoxe, c'est-à-dire que tous les jours tu vas à la mer, mais tu as toujours les jours peur de rencontrer un animal que tu n'as jamais vu. D'accord ? Tout à fait. Avec cette crainte viscérale qui viennent et qu'ils te mangent, parce que la seule chose que tu connais de ces animaux, c'est ce que tu as vu à la télévision. C'est un film, une fiction. Une fiction, donc, on en est moment, revenu là. Qu'est-ce que tu fais ? Soit tu abandonnes, soit tu prends le taureau par les cornes ou le requin par les dents et tu affrontes tes peurs. Moi, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. C'était à quel âge que tu as eu ça ? Ça s'est fait en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu déjà faire le choix d'arrêter d'avoir peur dans l'eau, ou du moins d'accepter d'avoir peur, mais de continuer quand même. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape 8, 10, 12 ans. Ensuite, à partir de 16, 17 ans, ça devient de plus en plus compliqué parce que je descends de plus en plus profond. Alors, dans le subconscient, on pense que au plus on descend, plus c'est dangereux. Bon, maintenant que je suis un expert du monde subaquatique, je peux vous dire que les requins, si vous ne les avez pas rencontrés entre 0 et 40 mètres, il y a de très fortes chances que vous ne les voyez plus parce qu'ils sont là où il y a à manger, ça se passe là où il est chaud. D'accord, et entre les 0 et 40, sont d'accord. Donc au fond, il n'y aura rien. Donc ça, c'est la deuxième chose. Au plus je descends en profondeur, au plus je deviens bon et au plus je suis seul. Au début, je descends avec mes copains, tout le monde descend. Puis après, plus ça va, plus je suis seul à descendre. Ensuite, il y a des plongeurs bouteilles qui font ma sécurité. C'est très bien parce qu'on m'attend en bas, donc je ne suis pas seul. Donc j'ai moins peur. Et puis un jour, je les passe ces plongeurs bouteilles parce qu'eux peuvent plus et toi, tu passes. Et là, je me retrouve dans cette situation où il va vraiment falloir faire le choix de trouver la solution parce qu'il n'est plus possible de m'entraîner parce que je vais en grande profondeur et j'ai mal au ventre et j'ai peur. Donc, la meilleure des façons, c'est de dire ok, ça fait 10 ans que je vais dans l'eau, ça fait 10 ans que tous les jours, j'imagine qu'il y a un requin qui va venir et il n'est jamais venu. Donc en fait, cette problématique, elle est très simple. C'est que si je veux continuer à progresser et aller au bout de mes objectifs, il ne faut plus que j'ai peur des requins. Du moins, il faut que je résolve cette problématique. Donc j'ai pris un avion, j'ai volé jusque dans l'océan Indien. Île Maurice, Réunion. J'ai atterri à l'île de la Réunion. Lorsque j'ai atterri là-bas, je me suis équipé, j'ai sauté à l'eau et je suis allé voir ce qu'étaient les requins.
Dès que je suis rentré dans l'eau, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai vu mon premier requin. Wow. D'accord. Et quand il m'a vu, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour et il s'est enfui. C'est lui qui a eu peur de moi, pas moi qui ai eu peur de lui. Parce que finalement, pour le requin, j'étais l'inconnu. T'avais quel âge là? Je sais plus. Ce qui n'est pas tellement important finalement, l'âge. Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on n'a peur que d'une seule chose. Nos propres on peurs. a peur de l'inconnu. Ouais. À partir du moment où on connaît les choses, on va apprendre à les maîtriser. Qu'elles soient effrayantes ou pas. La peur du noir quand on est un enfant de 8 ans, la peur du requin quand je devais avoir 20 ans, et ainsi de suite. Donc ce qui est très très important, c'est ça. Prendre conscience que l'on n'a peur que d'une seule chose, c'est de l'inconnu. Ce qui n'est pas connu est en dehors de notre zone de confort, et ça crée une zone de panique, parce qu'on parle souvent de zone de confort, de zone de défi, et puis la zone de panique, donc ce qu'on ne connaît pas. La panique, c'est autre chose. La panique, c'est... Non, je ne vais pas jusque-là. Non. Non. En psychologie, on parle de ces trois zones. Zone de confort, moi, je suis zone un de défi. athlète, j'arrive sur le jour des championnats du monde. Je me suis préparé pendant 1 an, même 2, puisque c'est tous les 2 ans, les championnats du monde. Je ne suis pas en panique, puisque j'ai fait en sorte d'être là et de pouvoir à un moment être un concurrent potentiel. Donc je peux avoir la peur d'échouer, je peux avoir le doute ou quoi que ce soit. Par contre, il n'y a pas d'état de panique. Attends. Il n'y a pas des... Merci. Il n'y a pas d'état de panique. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Si on parle de sport, si on parle d'aventure, si on parle de relation avec l'animal, la panique c'est la fuite. La panique c'est la perte des moyens. La panique c'est la sudation extrême, c'est s'enfuir en courant. La panique c'est la faim. La panique c'est la mort. Hein. Si tu paniques face à un requin, tu fais demi-tour, tu t'enfuis en courant. Lui c'est un apex prédateur, c'est un animal qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Tu te comportes comme une proie potentielle. C'est un prédateur, il te court après, il te mange, c'est normal. Un lion, un tigre, n'importe quel... Donc il y a une posture, comme tu le dis, il y a une posture, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est pas ça, c'est que quel est l'état d'esprit avec lequel, à un moment, tu abordes les choses. Je ne me suis pas retrouvé le jour où je suis allé face aux requins. Il faut comprendre que j'avais peur de voir des requins que je n'avais jamais vus dans des situations où, de toute façon, j'en aurais jamais vu. Tout à fait. J'étais dans la fiction, j'étais dans le rêve, j'étais dans l'imagination, dans l'imaginaire. À un moment, je suis allé dans la vérité. Je suis allé là où il y avait des requins. Il n'y a pas de requins au large de Monaco. Je suis allé là où il y avait des requins, je suis rentré dans l'eau et je suis allé les voir. Mais je ne suis pas allé les voir en tremblant, en me disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Je suis allé les voir parce qu'il était important pour moi d'avoir ce contact. Parce que si je n'ai pas envie de le faire, il ne faut pas que j'y aille. Mais par contre, il faut assumer, si à un moment tu y vas, la panique n'existe pas. La panique fait partie du rêve. Parce que dans le monde réel du contact, il y a contact. C'est comme si tu dois faire une conférence, tu coaches un peu les gens qui parlent en public. Moi aussi. Ce que j'explique aux gens, c'est « Hé mec, c'est toi qui as voulu aller sur scène, prendre un micro et parler. Donc tu as le droit de te taire jusqu'au moment où tu es sur scène. Mais une fois que tu es sur scène, tu parles. Ah, mais tu es obligé. Là. C'est ton job. Et c'est toi qui as voulu y aller. Et au quand bien même, si on t'a demandé de le faire, tu as la liberté d'avoir le choix de dire oui ou non. Tu as dit oui, t'assumes, tu vas au bout des choses. C'est pour ça que la panique ne doit pas exister dans la vie. La culpabilité n'existe pas. La culpabilité n'existe pas. La panique n'existe pas. Il n'y a pas. Voilà. Il y a la surprise, il y a la peur de l'inconnu, mais il faut absolument il y a la représentation qu'on se fait dans la tête des choses. Il faut absolument se préparer à pouvoir à un moment faire face aux choses. Donc il faut surtout se préparer à faire face à soi-même. Et la plongée en apnée, c'est ça. D'accord. Tu seras un bon apnéiste, quelle que soit la profondeur à laquelle tu iras, quelle que soit la marche du podium sur laquelle tu monteras, si jamais tu montes sur un podium. Mais ça, on s'en fout finalement. Quel est l'être humain que tu es qui pratique au moment M ce pourquoi tu es venu faire les choses. Tu es là, tu as voulu faire quelque chose, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vas le faire. Tout à fait. C'est tout simplement ça. Tout à fait. Donc ça a été le premier requin
Et ensuite, ça a été une passion de dire, mais finalement, j'ai vu un requin, il a eu peur et tu as voulu faire découvrir le monde des requins à tout le monde. Alors, on va terminer dans 2 minutes là, pour pouvoir... Viens, on s'assied, assieds-toi, on finit. C'est très simple. À partir du moment où j'ai compris qu'on avait peur de l'inconnu, j'ai commencé par effet un peu buvard à me dire tiens, c'est ça que je vais enseigner. Je viens de découvrir quelque chose. Donc dans mon enseignement des choses, j'ai voulu expliquer qu'on n'avait peur que d'une seule chose, c'était de l'inconnu, qu'il fallait apprendre justement à maîtriser les choses pour plus avoir peur. Sauf que ce qui m'a fait peur, c'est non pas de voir un requin ainsi de suite, c'est de voir des requins disparaître. Ce qui me fait le plus peur, c'est pas de plonger dans une mer infestée de requins, comme j'aurais pu le croire jusqu'à 17 ou 18 ans, c'est de plonger dans une mer où il n'y a plus un seul requin. C'est ça qui est terrorisant. C'est ça qui va me faire paniquer un jour. Parce que quand tu n'auras plus de requins dans la mer, il n'y aura plus de poissons dans la mer. Quand tu n'auras plus de poissons dans la mer, il n'y aura plus d'humains sur Terre. C'est la théorie. C'est le nombre de requins tués par an, je regarde sur le site de Fred Boyle, c'est 100 millions par an, c'est ça. 100 millions par an de requins. Et ça, c'est des chiffres déclarés. Ouais. Donc finalement, j'ai décidé à un moment de devenir l'ambassadeur de la... Comme parmi tellement d'autres personnes, j'ai rien inventé, un des ambassadeurs de la protection de l'environnement pour faire prendre conscience. Et ça, c'était le discours qu'on a commencé à utiliser avec Fred Buil en 2007. Le requin est une espèce menacée et non pas une espèce menaçante. D'accord. Et ça revient à tout ce que l'on a dit tout à l'heure. Oui, bien sûr, c'est un animal entre guillemets dangereux, mais c'est un animal sauvage. Parce que j'ai vu qu'en Afrique du Sud, il y a des spots là où vous allez justement Fred Buil, qui encouragent les gens et organisent des sorties pour leur faire découvrir les requins. Très simple. Très simple. La peur de l'inconnu, donc la maîtrise de la connaissance, d'accord ? Ok. Lorsqu'on ne connaît pas les choses, on est complètement déconnecté de la réalité. Lorsqu'on sait les choses, lorsqu'on les connaît, lorsqu'on les maîtrise, on est connecté. La seule façon de sauver l'environnement, c'est de reconnecter l'homme à la nature. C'est tout simple. Reconnecter l'homme à la nature. Reconnecter l'homme avec le requin. Reconnecter l'homme avec le dauphin, avec la baleine, avec le cachalot. D'accord. Il y a une multitude de façons de reconnecter l'homme avec la nature. Par contre, il n'y a qu'une seule façon d'enlever la vie. D'accord ? Un requin vivant, économiquement, rapportera beaucoup plus qu'un requin mort. Un requin de 100 kilos, tué, coupé en morceaux, va être vendu 8, 10 euros le kilo. Ah ouais. Et quand c'est fini, c'est fini. Un requin de 100 kilos vivant, que l'on va venir voir nager dans l'océan pendant 10 ans, va faire venir des gens du monde entier. Ces personnes vont utiliser Internet pour acheter un billet d'avion, pour prendre un taxi, pour aller à l'aéroport, pour monter dans l'avion, pour atterrir, pour reprendre un taxi, pour aller dans l'hôtel, pour manger dans cet hôtel, pour reprendre encore un taxi qui va les amener au club de plongée, où ils vont prendre une licence de plongée, louer du matériel, monter sur le bateau dans lequel on a mis de l'essence, pour aller sur la mer plonger avec ce requin. Et un bateau qui peut contenir 30, 40, 50 personnes. Ce requin, économiquement, rapporte beaucoup plus que si on le pêche et qu'on le mange. Tout à fait. C'est comme ça qu'on peut aussi reconnecter l'homme à la nature. Ça, c'est ce que nous faisons avec Fred Buil, avec d'innombrables personnes à travers le monde, les Mark Addison, les Stuart Cove et ainsi de suite. Enfin, c'est pas son nom, Stuart Cove, mais Stuart. Reconnecter l'homme à la nature. D'accord, bah, écoute, merci. Simplement, pour préserver l'homme, c'est aussi bête que ça. La collapsologie, la théorie de l'effondrement, c'est pas de dire « Oh mon Dieu, regardez comme on est mauvais ». Non, c'est pas ça. Et si on essaie d'inverser la tendance pour pouvoir rester ici le plus longtemps possible ? Parce que la seule vérité vraie que l'on ait, que l'on connaisse, c'est notre existence sur Terre. Le paradis, la planète Mars, c'est du domaine du rêve. Désolé, mais moi la seule chose dont je suis sûr, c'est que je respire de l'air, je mange de la nourriture, je bois de l'eau, j'ai froid quand il fait froid, j'ai chaud quand il fait chaud. Tout à fait, les sensations. C'est ça la vérité. Et quand je m'endors, mais quand je meurs, vraisemblablement, c'est fini. Donc tant qu'à faire en sorte que ça reste
que ça perdure le plus longtemps possible. Alors merci donc de nous avoir fait connaître un peu plus ton élément. Merci de m'avoir réveillé parce que ce matin j'étais un peu au ralenti. Ouais. Donc, Pourquoi merci pour t'étais cette interview intéressante. J'ai fêté mon anniversaire hier soir, forcément. Et moi c'était avant-hier soir, toi, c'est ça qui est assez amusant. Et comme je le disais, le 14 février, il n'y a pas que les Saint-Valentin, il y a Pierre Frolla, il y a Angel Di Maria et il y a Edison Cavani. Ah donc oui, une sacrée triplette. Il y a plein de gens. Et aujourd'hui nous sommes le 15, n'est-ce Ouais, pas? nous sommes le 15. Joyeux anniversaire Yann Flambant. D'accord. Parfait, écoute, merci. Avec plaisir. Et puis, tu as quelque chose dans les yeux quand tu parles, c'est impressionnant. On a l'impression qu'il y a plus que l'océan. Ouais, on te l'a déjà dit. On dirait presque que c'est vrai. On dirait presque que c'est vrai, voilà. Je voyais presque le grand bleu, là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un seul regret, c'est de ne pas pratiquer l'apnée. Ah ben alors là, écoute, c'est super simple. Hein. Ouais. Si tu as une heure à tuer un de ces jours. Mais écoute, on doit revenir, voilà, en avril. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Tout Avec à fait. Plaisir. Bah, écoute, merci, tu m'as donné envie. Et merci pour le livre. Écoute, tu m'as offert ton livre, je vais t'offrir le mien. Avec plaisir. Le premier qui a terminé celui de l'autre, il appelle. D'accord? Ça marche. Ok. En tout cas, ce que je suis content, c'est de savoir que quand on plonge, c'est pas noir, même à 120 mètres. Ah non, c'est juste des réglages. Voilà. J'ai dit ça pour. C'est lumineux. Voilà. Tu sais, bon nombre d'apnéistes le diront ou te le diront. Lorsqu'on plonge au fond de la mer, on plonge au fond de soi. Et au fond de soi, c'est lumineux. Pas lugubre, c'est lumineux, bien sûr. Voilà, mais moi, je ne plonge pas, moi, je monte en moi. On est plus dans d'autres expériences, mais qui se rapprochent un petit peu de la transe. Ouais. Même si quelque part, tu as une hypervigilance à avoir. L'hypnose, on croit souvent qu'on dort, c'est pas vrai, on est hyper vigilant. On a une exaltation de tous les sens. Merci. En tout cas, merci, et c'est avec plaisir qu'on viendra faire de l'apnée. C'est avec plaisir. Voilà.